Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ce n'était pas simple de les avoir dans cette émission. Ils sont pressentis pour arriver dans le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Présentation en musique. On commence à ma droite, il fait son grand retour après une émission d'absence. Cet Yvinois est un accro à tous les sports, cyclisme, roller, course à pied, voile et j'en passe. Le capitaine Yann Dujarrier fait son comeback. Il sera avec nous pendant 1 heure. Comment allez-vous Yann ? Bonjour Mickaël, très très bien. Alors, vous êtes pressenti pour être ministre des Finances. On connaît votre rigueur budgétaire, mais surtout sportive. Est-ce que ça vous va comme ministère ? Ça fait partie de mon autre corde qui est mon métier quand même, la finance. Donc, vous avez un métier ? J'ai un métier, ouais. Je ne suis pas rémunéré par TV78. Bon, le message est passé en tout cas. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps présent d'ailleurs. C'est ça, parce qu'il faut travailler quand même. Oui, vous êtes excusé, c'est vrai. Alors on continue notre tour de table à gauche, musique. Il est journaliste chez TV78, c'est une véritable encyclopédie sur le sport local. Il va tout donner avant de partir en vacances. Notre Italian lover, le seul, l'unique Grégory Canale est avec nous pendant 1 heure. Comment allez-vous Grégory ? Bonjour Mickaël, bonjour Yann. Écoutez, très bien, bien installé pour parler de sport avec le retour de Yann en plus en plateau. Alors vous, on vous imagine ministre de la Culture avec vos envolées littéraires à l'image d'une parade à la bouffonne, votre éloquence digne des plus grands artistes italiens de la Renaissance. Vous prenez ? Écoutez, j'en suis très touché. Ministre de la Culture. Beaucoup de missions, un gros rôle juste après la période qu'on vient de traverser. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Oui. Mais merci en tout cas pour ce ministère. Ça me touche. Alors on continue de l'autre côté musique. Cet Yvinois est venu tout droit de la cité royale de Versailles. Il est toujours très élégant, il est toujours en pleine forme, il a toujours la banane quand il parle de sport. Dans cette émission, on le surnomme le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, salut à tous, salut les copains. Salut Pierre. Alors on va vous mettre ministre de l'Environnement. Alors vous êtes très golf, vous aimez le vert, rouler en voiture électrique, de golf pour aller de trou en trou par exemple. Alors vous habitez une petite commune rurale aussi dans les Yvelines. Est-ce que ça vous va ? Ça me va très bien, de trou en trou, c'est absolument très poétique, magnifique et de toute façon oui, je suis toujours durable. Quoi qu'il en soit, toujours durable. Enfin voici notre dernier chroniqueur, une légende sur ce plateau, musique. Son charisme n'est plus à démontrer, ses coups de gueule ne peuvent être imités, son franc-parler est devenu mythique, c'est toujours un immense honneur de le recevoir. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Eh bien, bonsoir Mickaël, bonsoir les potes et bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous Jean ? Toujours pleine forme. Alors vous, on vous a attribué la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. On connaît vos stratégies défensives aussi solides qu'un barrage de CRS. Ouais. C'est bien ça. Vous aimez faire respecter la loi. Vous aimez soutenir les arbitres de temps en temps. Oui, voilà, c'est tout à fait moi. Donc on vous mettra à l'intérieur. Ah, bah, ok. Ça vous va ? C'est qui le ministre des Sports ? Ouais. Le ministre des Sports, ça sera moi. Bon, alors, d'accord. Bon, en tout cas, tout est attribué. On va passer au programme de l'émission. Mais avant de parler du programme, on va parler tennis. L'Yvelinois Arthur Rinderknecht n'a pas participé au tournoi ATP 500 de Barcelone. Le joueur originaire de Saint-Germain-en-Laye a déclaré forfait en raison d'une blessure au poignet droit. Un nouveau coup dur pour le 57e joueur mondial. À l'Open d'Australie en début de saison, il avait déjà dû déclarer forfait en raison d'une douleur au même endroit. Il espère maintenant pouvoir récupérer en vue de Roland-Garros. Le tournoi débutera fin mai du côté de la Porte d'Auteuil. La question sur cette thématique, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour la santé physique d'Arthur Rinderknecht ? Non pour vous. Pierre, vous avez été le premier à dégainer. Vous êtes partagé. On fait un petit duel entre vous, Grégory et Pierre. Grégory, vous commencez ? Moi, je suis partagé parce que je dirais déjà que non, on l'a dit souvent dans cette émission, ce qui arrive à Arthur Rinderknecht, c'est que du bonus. Maintenant, il est là, il est proche de ce top 50 mondial, il a réalisé de belles performances, 2 matchs en tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté. Moi, je vais être un peu plus, on va dire, partagé parce que j'attends de voir ce qui va se passer sur la suite de la saison. Là, il a récidivé parce qu'il s'était blessé lors de l'Australian Open.
il avait dû déclarer forfait au bout du deuxième tour et ne pas pouvoir jouer ce match. Là, il déclare de nouveau forfait juste avant ce tournoi à Barcelone. Donc, j'ai envie de dire, il faut être prudent sur aussi les temps de récupération. Là, si je prends ces tournois en 2022, juste après l'Australian Open, il a joué à Doha, il a joué à Indian Wells, il a joué à Miami, à Monte Carlo. Peut-être qu'il n'a pas totalement récupéré. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner, après, j'ai pas des conseils à donner, mais c'est peut-être d'avoir un temps de récupération un peu plus long, parce que si la blessure se représente à nouveau, il peut peut-être annihiler aussi ses chances de continuer sa carrière si cette blessure se représente à nouveau. Donc, faire une pause et voilà, prendre un temps de récupération nécessaire. Peut-être qu'il a trop joué en ce début d'année 2022. Pierre Chevalier, Grégory a de solides arguments. Tout à fait. Petite confirmation, 27 ans 26 ans, oui. 26 ans. Donc, l'avenir devant lui. Même s'il est arrivé sur le tard sur le tennis professionnel, on le sait, après ses années aux États-Unis et puis son arrivée en France, c'est un athlète qui, je pense, est encore dans la fleur de l'âge. Donc, pas d'inquiétude sur son niveau physique. Le seul bémol, ça serait de dire que c'est une blessure ciblée sur un poignet. On va pas dire que c'est pas utile au tennis, le poignet, surtout s'il est droitier. Mais il est dans la fleur de l'âge. On l'a souvent dit ici, extrêmement prometteur et plein d'enthousiasme. Et je pense que sur la partie physique, ça peut être compensé largement par tout ce qui est mental et cet enthousiasme qu'il montre depuis le départ sur les tournois individuels, les majeurs et puis la Coupe Davis. Donc pour l'instant, je dirais, il y a pas péril dans la demeure. Il est malgré tout en pleine bourse, c'est-à-dire qu'effectivement, Greg l'a rappelé, il est justement dans cette boulimie de tournoi. C'est vrai que ça peut justement, ça peut un peu émousser les physiques, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il a montré que malgré cette blessure qui se révèle au moment de l'Open d'Australie, il a quand même eu des résultats et des matchs gagnés et des bonnes prestations juste avant. Donc je dirais, de toute façon, en pur optimiste, on peut le croire prêt pour Roland-Garros notamment, parce que c'est là où on l'attendra, et que sur une peut-être une blessure de fatigue de ce genre-là ou d'usure, à 26 ans, ça se remet vite. Yann Dujarier, alors vous étiez aussi partagé. J'étais partagé parce que en effet. Et qui vous a convaincu du coup Personne. Les deux. Personne, non, parce que moi je trouve qu'on n'a pas assez d'informations sur la blessure. Une blessure au poignet. Ok. Et est-ce que c'est pas simplement je pensais faire Barcelone et en effet j'ai pas encore suffisamment récupéré ou j'ai enchaîné quelques tournois et du du coup je dis que je suis blessé comme après, ça. Il y a quand même une photo qui circule où on le voit avec un poignet bandé. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas de blessure. Mais simplement, je préfère éviter d'aller à Barcelone pour pouvoir me faire une semaine de récup ou une semaine de physique supplémentaire qui va me permettre de pouvoir être mieux à Roland-Garros. Parce que comme vous le dites, on va tous l'attendre à Roland-Garros. On souhaite que, tous. Nous les supporters yvelinois, voilà. Et il commence à se faire un nom quand même dans le tennis français. Oui, bien sûr, mais voilà, de toute façon, comme tous les Français sont attendus à Roland-Garros, on espère qu'il va passer, qu'il sera là en deuxième semaine tout simplement. Donc, oui, il faut passer faut gagner quelques matchs et passer quelques tours. Donc voilà, est-ce que c'est une phase de récupération? Je pense qu'on a. Voilà, moi je suis mitigé parce que j'ai pas assez d'informations sur la blessure. On connaît pas la durée d'indisponibilité. Non, il n'a pas communiqué sur la durée, effectivement. Et donc c'est la seule raison pour laquelle je suis mitigé, parce que après, oui, en effet, l'avenir nous le dira et on ne lui souhaite que du bon. Je dirais qu'il peut aller voir un bon ami à moi qui est chirurgien ortho, même direct à la clinique de Trappes, voilà. On va rester dans le. Et qui pourra peut-être lui donner des très bons conseils. C'est pas très loin. Ça va, il peut y aller. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? 26 ans. Yann l'a dit. Après, il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière très tôt à cause de blessures, par exemple. Oui, mais des grosses blessures. Oui, des grosses blessures. Là, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas vraiment dans le vif. On ne sait pas si c'est effectivement une blessure pour s'économiser et pouvoir être performant sur Roland-Garros, ou si c'est vraiment une blessure. Je pense qu'il y a une gestion, mais il a 26 ans. 26 ans, il faut qu'il y aille.
faut qu'il enchaîne. S'il enchaîne pas maintenant, s'il commence à calculer à 26 ans, qu'est-ce que ça va être à 30, 34, 35 ans. Donc, il a l'âge pour lui, il est en pleine force, il est en pleine progression au niveau du tennis. C'est sûr que les blessures font partie du sportif de haut niveau, et ça en est une. Elle est au bon endroit, elle est pas au bon endroit. On ne peut pas le savoir, on ne sait pas encore une fois si c'est vraiment une blessure ou si c'est pour s'économiser pour Roland-Garros. Mais là, on est tous d'accord sur le plateau pour dire que c'est à Roland-Garros qu'on l'attend, quoi. Et c'est ça. Donc, est-ce que c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien ? La réponse sera à Roland-Garros. Et la terre battue, c'est une surface quand même qui est assez traumatisante quand même pour les joueurs en général. Moins quand même. Oui, mais qui demande quand même beaucoup de moins que le quick quand même. Que le quick. Même moins que le quick. Avec des matchs même. souvent plus longs, parfois. Oui, mais c'est moins que le quick au niveau physique. Le quick, Oui, le quick. c'est-à-dire Le quick. L'autre surface. l'autre surface. Ah, vous voulez dire le dur, Non, voilà. le dur. Voilà, pour les spécialistes, Voilà, le dur. vous êtes trop spécialiste. Hein. Je parlais à un spécialiste, Michael. C'est pour Est-ce que ça. la règle d'ailleurs, est-ce que la règle des 5-7 et du tie-break entre en ligne de compte dès cette année? Pour le 5e set, oui, normalement, oui. Ça sera moins traumatique, ça sera moins long, notamment Ça sera sur moins terre. long. Notamment sur terre. Mais on parle C'était pas- la particularité française, mais après. Et après, on parle pas aussi d'une partie du corps anodine pour un tennisman, le poignet, surtout qu'on sait que lui, sa grosse force, c'est le coup droit, c'est le service. Arthur Hinderknecht, moi je vais insister, il faut être prudent. Faut être prudent. Il n'est pas pressé, d'autant qu'il a fait une énorme année. On peut comprendre qu'il soit pressé. Il a fait une énorme année 2021. Sa Il rêve. première grosse année sur le circuit. Première grosse année, il rêve d'intégrer le top 30, il nous l'avait confié à demi-mot, il n'avait pas voulu fixer d'objectif, donc on peut comprendre qu'il soit pressé, mais attention à pas griller les étapes sur la récupération. C'est sûr que le tennisman vaut mieux qu'il se blesse au lobe de l'oreille. Oui, c'est sûr. C'est vachement moins embêtant. Merci pour votre analyse, Yann Gerlier. Par contre, il est Alors blessé nous allons au maintenant poignet. Il est passer. blessé à son bon poignet ou à Oui, l'autre non, Il c'est est bon. le bon, enfin le. Ah bon, d'accord. sa main. On ne sait jamais. Ça aurait pu être révélateur. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite sportive d'Aurélien Collin. Le footballeur yvelinois était une légende de la MLS, le championnat américain. Nous parlons également de rugby. Plaisir termine finalement 7e de Fédéral 2. Est-ce que c'est une déception pour le club? Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler du PSG. On va donc parler du PSG. Le club implanté dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye a été sacré pour la 10e fois de son histoire champion de France après son match nul contre Lens ce samedi 23 avril. C'est seulement la deuxième équipe française à avoir atteint ce chiffre après Saint-Etienne. Mais ce titre a une saveur amère, surtout à cause des supporters. Ces derniers n'ont pas voulu fêter le titre à l'intérieur du stade, mais à l'extérieur. L'échec en Ligue des Champions contre le Real Madrid n'est toujours pas digéré. La question sur cette thématique, ce 10e titre, a-t-il une triste saveur? Oui ou non? Vous votez. Oui, pour vous. Bon, vous êtes unanime autour de ce plateau. Alors, contradictoire quand même. bon, on va vous donner la parole, Grégory, et après on laissera les autres dérouler. Non mais c'est sûr, je vais les laisser développer sur le titre sans saveur. On sait que, et on en a parlé la dernière fois, quand les Qataris sont arrivés à la tête du PSG, c'est clairement pas pour remporter énormément de Ligue 1. On les attendait sur la Ligue des Champions. Pour l'instant, ce constat, c'est un échec. Il y a eu une finale sur ce Final 8 un peu spécifique en 2020, mais la Ligue des Champions n'est pas arrivée. Maintenant, dans l'histoire du football français, même si c'est à coup de millions, à coup de milliards, on parle d'1 milliard déboursé depuis l'arrivée des Qataris, eh bien, force est de constater que le PSG rentre dans l'histoire du football français, puisqu'il y a ce 10e titre de champion de France qui est acquis, et le PSG égale un club historique comme Saint-Etienne. Donc il rentre de cette manière, même si c'est à coup de milliards, dans l'histoire du football français. Maintenant, oui, je vais rejoindre mes camarades et je vais les laisser développer là-dessus, sur le fait que le titre est sans saveur, parce que on attend plus que on attend plus que le championnat, on attend une Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, C'est quand même un nouveau titre pour les Qataris. Il y avait seulement 2 titres de champion de France avant l'arrivée des Qataris. C'était en 1986 et 1994. Oui, et là on pose la question sur la saveur et sur l'engouement des supporters et globalement du football français. Moi, il y a 2 choses qui me marquent. La première, c'est qu'on est on est définitivement et bel et bien dans la nation Poulidor. C'est-à-dire, en gros, on est sur le second magnifique. Donc là on parle d'un titre, mais c'est
En gros, on veut toujours plus, et on veut vraiment du clinquant. On veut des titres à n'en plus finir. C'est vrai que là maintenant, c'est la Ligue des Champions que l'on vise depuis 10 ans avec le PSG. Je fais pas de politique, mais je dis qu'en gros, les résultats de l'élection de la semaine dernière, en gros, ne reconnaissent pas finalement le gagnant. Parce que c'est comme ça. On est des râleurs, on est des Gaulois. Et la deuxième chose, c'est que on est dans une position déçue par rapport à tout l'investissement qui a été fait justement sur le football français à travers le Qatar et le PSG, où on rate la marche à chaque fois. Vous l'avez rappelé, on a une finale en 2020 qui était une finale très particulière dans des conditions de Covid. On la perd contre le Bayern, et puis on n'arrive pas à trouver la symbiose et à trouver justement cette osmose avec un parterre de stars. On va en chercher certaines qui ne finissent par jouer qu'à la fin, comme Ramos, qui ne finissent par briller que par intermittence, comme Neymar. Même pas Messi, parce que il a grosso modo raté sa saison. Et on a une pépite qu'on essaie de garder coûte que coûte, comme Kylian Mbappé. Oui, c'est un titre sans saveur parce que on a quand même un Parc des Princes qui est composé de fidèles parmi les fidèles, de le Cop Auteuil, Cop Boulogne, et là, le silence assourdissant qu'il y a eu dimanche dernier. Alors il faut rappeler que les supporters, ils font un partout, et les supporters sont partis un quart d'heure, 20 minutes avant la fin du match, et ils ont fêté le titre à l'extérieur du stade. Je pense qu'ils prévoyaient ce type de manifestation et d'exprimer leur mécontentement, malgré tout. Et c'est un partout, c'est un match nul contre une bonne équipe de Ligue 1, parce que le RC Lens est une bonne équipe de Ligue 1, et malgré tout c'est d'une tristesse absolue, parce que c'est quand même un 10e titre. Grégory l'a rappelé, c'est pas rien quand même, c'est pas rien dans l'histoire du football français dans la Ligue 1, même si la Ligue 1 n'est pas au niveau peut-être des championnats européens, mais un titre comme celui-là, qui est terne, qui est silencieux, ne dit pas grand-chose et ne dit pas de bonnes choses sur l'état du championnat français et de la Ligue 1. Je vous trouve très dur avec Neymar quand même. Il a organisé la soirée pour fêter le titre, et vous l'avez critiqué. C'est pas ce qu'on lui demande. Je vous trouve très dur avec lui, Pierre Chevalier. Ouais. Yann, qu'est-ce que vous en pensez ? Titre sans saveur aussi pour vous. Ouais, carrément. Depuis que le Qatar est arrivé, c'est la seule fois que le PSG ne gagne qu'un titre. Depuis plusieurs années, on est habitué à les voir faire un doublé coupe championnat, voire un triplé avec la Après, il n'y a pas la coupe de la Ligue aussi qui a été supprimée. Il n'y a plus la coupe de la Ligue. Mais voilà, il y a eu quelques échecs en plus sur ces 10 saisons. La première année Montpellier, il y a eu aussi l'année de Monaco, et l'année dernière Lille. Ouais. Mais heureusement d'ailleurs. Voilà, heureusement qu'ils n'ont pas non plus cette suprématie, parce que à la Lyonnaise, qui avait enchaîné 7 ou 8 titres d'affilée. Voilà. Donc voilà, pour moi il est sans saveur, parce que déjà on sait qu'ils sont champions depuis le mois de novembre, parce que l'avance qu'ils ont au championnat, elle était quand même déjà très conséquente à la fin des matchs allés, même avant la fin des matchs allés. Donc on savait qu'ils seraient champions, et en plus voilà, cette grosse déconvenue face au Real, où encore en l'espace d'un quart d'heure le match tourne. Donc voilà, c'est clair que le titre n'est pas suffisant pour satisfaire les supporters, et je le comprends complètement. Et là où je rejoins, non, Pierre, on devient, mon collègue, voilà, on devient très, comment tu as dit, on veut l'excellence, il ne faut pas oublier, exigeant, on devient exigeant, tout simplement, l'équipe de France. Je veux dire, on a aussi, de l'autre côté, c'est-à-dire une équipe qui est capable de devenir championne d'Europe, de gagner les titres de la Coupe du Monde. On va avoir une équipe qui est peut-être l'équipe de France la plus forte que l'on peut avoir depuis des années. C'est pas le débat, mais juste, voilà, on devient exigeant, et c'est vrai qu'on espère que, parce qu'il faut pas oublier, c'est que ça fait depuis 1993 que le club français n'a pas remporté la Ligue des Champions. C'est quel club, Mickaël ? L'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même très très long.
en termes de reconnaissance au niveau européen. Et en plus, à côté de ça, il n'y a rien dans les autres coupes annexes. C'est-à-dire que oui, on a fait des finales avec Monaco, on a fait mais voilà, il n'y a pas de club qui arrive à briller au niveau européen. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui frustre encore beaucoup. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les supporters aussi sont pas déçus par le recrutement? On l'a annoncé, un recrutement XXL, Messi, Donnarumma. Ne me parlez pas du recrutement. Moi, le recrutement, je me suis déjà exprimé sur ce plateau à plusieurs reprises. Moi, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable du PSG. Il y a deux choses, moi, qui me choquent. C'est que les gens pensent que parce que le Qatar est derrière, avec les millions derrière... les millions, voire les milliards, puisque Greg a dit que ça a coûté 1 milliard. Donc, on est obligé d'avoir la Coupe d'Europe, des clubs champions. Mais c'est quand même sportivement, on est quand même, il l'a dit, Greg l'a dit, le 10e titre champion de France. C'est pas n'importe quoi quand même. C'est quand même sportivement une performance qu'il faut souligner et qu'on oublie de souligner sportivement parce qu'il y a des millions derrière, on est obligé de faire plus. Et c'est là que ça me gêne parce qu'on se dit, on est en train de dire que parce qu'il y a de l'argent, il doit y avoir du résultat. Non, c'est pas ça le sport. Et là, l'argent efface la performance sportive pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même le 10e titre, mais ça passe quasiment inaperçu dans les médias. Et la deuxième chose que je voulais signaler, c'est que ce qui me déplaît encore plus, c'est que ça passe inaperçu auprès des supporters. Pour moi, un vrai supporter, et pour moi, alors c'est Lens qui pour moi, parce que j'ai ça en tête, mais un vrai supporter, il est supporter dans le bien comme dans le mal. Donc là, c'est même pas du mal, là, c'est du bien, ils sont champions de France. Ils sont champions de France pour la 10e fois. Et puis ils boudent, ils font ça à l'extérieur. Mais je leur mettrai des grandes tartes à la gueule, moi. C'est tout, quoi. Faut arrêter un petit peu. Sportivement, c'est ton 10e titre champion de France. T'es soi-disant supporter du PSG, mais tu dois le célébrer. C'est un titre. Il y a des clubs français qui n'ont jamais été champions de France. Donc c'était inadmissible pour moi d'avoir fait cette espèce de gaminerie, d'aller fêter ça à l'extérieur. Mais moi, Enfant gâté, peut-être? Mais non, oui, enfant gâté, tout à fait, enfant gâté. Et là, moi, j'aurais jeté des seaux. J'aurais jeté des seaux. Mais plus qu'une saison sans saveur, c'est vraiment la saison du désamour entre les supporters du PSG et leur club. Il y a des épisodes, forcément, Yann disait, le PSG est champion depuis de nombreux mois, on le sait, mathématiquement, c'était pas le cas, mais on savait dans les faits, avec cette grosse avance en championnat, que ça allait être le cas. Donc, ils devaient se concentrer sur la Ligue des Champions, il y a eu un échec. Donc, je pense que voilà, ça vient largement de là, la déception des supporters. Et il y a eu des gros incidents. Faut pas oublier que Lionel Messi, alors il n'a pas fait une énorme saison au Paris Saint-Germain, il a été très fantomatique, ne nous le cachons pas. 4 buts en Ligue 1. Mais siffler Messi, il y a eu une polémique mondiale. Beaucoup de personnalités du football se sont saisies du sujet. Ça n'a pas été compris, même s'il n'a pas eu le rendement escompté de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Neymar, je peux comprendre un peu plus, même si moi je suis jamais contre siffler un joueur, c'est compliqué, c'est jamais facile. Neymar, il y a un peu plus de raisons, il y a plus d'années, il y a plus de passifs pour Neymar. Mais Messi, la légende qu'il est, il y a eu une cassure, je pense, à ce moment-là, entre le PSG et son équipe. Il y a des tâches indélébiles. Donnarumma, c'est un peu plus contrasté. Donnarumma, je suis supporter, voilà, je suis supporter italien. Non, là, c'est le PSG qui paye de sa mauvaise gestion. J'en ai parlé la dernière fois. La gestion des gardiens, c'est pas la première année qu'il y a 2 gardiens qui peuvent être numéro 1 au PSG. Et cette gestion d'avoir un double numéro 1 n'a pas aidé l'équipe parce que l'équipe ne joue pas avec le même gardien. Il n'y a pas la même confiance. Et même pour le gardien lui-même, le fait de pas accumuler les matchs, il perd des réflexes, il perd de la confiance. Et donc ça, c'est aussi un échec. Sur le recrutement, très rapidement. Au final, le recrutement le plus, on va dire, logique, il y a Hakimi, Donnarumma, ils auraient dû résoudre le cas Navas s'ils voulaient le recruter, mais les autres, finalement, c'est à coup de millions, c'est un coup de marketing. Et on l'a dit, la principale réussite du PSG sur ces 10 ans, c'est le marketing. Ils ont gagné, ils sont passés à 10, j'ai plus le chiffre en tête, 100 millions. 2 milliards, en tout cas, le PSG, la marque PSG vaut 2 milliards. 2 milliards 5 d'après Forbes. Donc ils ont vraiment réussi leur coup marketing, mais on les attendait aussi sur le côté sportif. Et c'est plus des recrutements marketing, à mon sens, l'été dernier. Très rapidement, parce qu'on va passer aux autres thématiques. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Là où je rejoins Greg, c'est sur en fait, l'état d'esprit des supporters par rapport aux recrues de 2020.
2021-2022. Un Ramos, on se trouve dessus parce que c'est un problème, je pense, un problème de prise de renseignement physique. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas au niveau à l'été 2021 et il l'a jamais été. Mais le Real Madrid ne voulait pas le prolonger pour soucis physiques, notamment. Il y a sûrement une raison. Donc il y a vraiment sûrement une raison. Nous, on l'a pris, on a vendu des maillots, très bien. Messi, c'est pas exactement la même chose que Neymar, et je suis d'accord avec Greg. Messi, c'est plutôt une fin de carrière, mais ça reste Messi. Et Neymar, enfin, là, pour le coup, c'est un problème d'état d'esprit. Et d'état d'esprit sur et en dehors du terrain. Et donc là, je pense que c'est un melting pot de toutes ces sensations dans le cœur et dans l'esprit des supporters parisiens, et qui donne cette effectivement, je suis d'accord avec Jean aussi, ce décalage total et cette ineptie de ne pas fêter un titre de champion de France, 10e qui soit historiquement. Là, il y a un vrai problème de fond. Très rapidement, Yann, parce que je sais que vous voulez vous exprimer sur le sujet. Par rapport à Messi, je suis d'accord. Le duo Messi-Mbappé, il a quand même très bien marché. Voilà, ça a quand même bien pris. Ça a mis du temps, mais ça a marché. Juste, faut pas oublier, moi je pense que les supporters parisiens, ils ont fêté au mois de l'été dernier, en fait, le titre, quand Messi est arrivé. Quand Messi est arrivé, ils ont fait plus la fête que maintenant. Et donc, du coup, ça me fait penser à des équipes qui gagnent une demi-finale en disant super, on est en finale, et la finale, ils passent complètement à côté parce que justement, ils ont fait la fête avant. Et donc, moi, c'est un peu très très tôt dans la saison, finalement. Ah, ben ils se sont vus très très beaux. Ils se sont vus très très beaux. Et quand on se voit très très beau, bah on tombe très très bas. Donc voilà, la grosse désillusion est arrivée très tôt dans la saison. Donc avec un titre qui était gagné très tôt aussi, ça donne ce résultat-là. Mais je suis complètement d'accord avec Jean. Quand on est supporter dans la difficulté, et on se souviendra du passage de Marseille en Ligue 2 où le Vélodrome était plein. Faisait les records de. Ce sera le mot de la fin, du coup, sur cette thématique. Yann, vous avez très bien conclu. Sur une thématique parisienne, sur une thématique parisienne, un mot des Marseillais. On va continuer à parler football dans votre envolée, Grégory, le moment fort de cette émission. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De choix de carrière qui peuvent se présenter au cours d'une vie. C'est vrai pour le sport, c'est aussi vrai pour le monde professionnel en général. Parfois, la voie de la réussite peut être bouchée en France et il vaut mieux voguer vers d'autres horizons, partir à l'étranger, par exemple, pour trouver son bonheur. La fuite des talents, ce n'est jamais bon pour un pays, néanmoins cela peut s'avérer bénéfique pour le talent en question. Le premier exemple qui me vient en tête, moi l'amoureux de football, c'est Antoine Griezmann, jamais vraiment considéré par la formation française, trop petit, trop loin des standards de la FFF dans les années 2000, misant davantage sur les gros gabarits que sur la technicité. Le chemin vers la gloire, Grisou l'a trouvé du côté de l'Espagne, la Real Sociedad lui a permis de grandir sereinement pour devenir un top joueur mondial, et regardez, les Bleus en ont finalement largement profité ces dernières années. Un Yvelinois lui aussi a dû se résoudre à quitter la France pour poursuivre sa carrière. Aurélien Collin vient de tirer sa révérence à 36 ans. Son nom parle sans doute à peu de personnes en France. C'est tout autre chose en revanche de l'autre côté de l'Atlantique, où le défenseur a porté haut les couleurs de son département avec un maillot floqué du numéro 78. En 2020, il a même été sélectionné parmi les 137 finalistes des meilleurs joueurs de l'histoire de la MLS, la Major League Soccer. Passé par les jeunes de Sedan et d'Amiens, Aurélien ne parvient pas à percer dans l'Hexagone après avoir sillonné l'Europe, en Espagne, Écosse, Grèce, au Pays de Galles et au Portugal. C'est en 2011 que le Français décide de s'envoler pour les États-Unis. Il a alors 25 ans. Chacun a son destin, mais si quelqu'un travaille, on peut tout arriver. Et la France est un beau pays, mais si à un moment c'est fermé, comme moi c'était fermé, je suis parti. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont restés et qui étaient en D2, D1 et après ils sont restés, ils ont fait D2 national ou même CFA. Même si la France est fermée, il faut partir. Moi ça je conseille à tout le monde parce que faut partir de notre comfort zone et il y a des choses très très jolies et des expériences énormes à vivre en dehors de la France. Donc c'est juste 2 conseils que je leur donne. Et quel bon choix, Aurélien Collin va vivre un véritable rêve américain. L'Yvelinois remporte le championnat américain en 2013 avec Kansas City, une première pour le club. Le défenseur sera même désigné MVP de la finale contre le Real Salt Lake. Reçu à la Maison Blanche et chambré par Barack Obama himself, le président américain lui enviant son style vestimentaire. Quelle classe, j'ai envie de vous dire. Alors ça ne s'arrête pas là, Aurélien Collin jouera également à Orlando, au New York Red Bull et aussi à Philadelphie et côtoiera quelques grands noms du football.
football, qui étaient plutôt en fin de carrière, Thierry Henry ou encore Kaka. L'Yvelinois le disait lui-même dans une interview à Ouest France en 2021, il était fait pour jouer et vivre aux États-Unis. Je le cite, aux États-Unis, peu importe ton parcours, ton passé, on te regarde et si tu fais le taf, tu réussis. En France, à Amiens, alors que je devais avoir 18 ans, j'étais stagiaire pro, le directeur sportif m'avait puni parce que je venais de me faire percer les oreilles. Ici, ça n'arriverait jamais. Bref, tout ça pour dire une chose, il vaut mieux parfois partir pour mieux réussir, quitte à partir de son pays pour revenir un jour plus épanoui. Je vous parlais de Griezmann au début de cette chronique, mais Aurélien Collin aussi est de retour en Europe pour se former aujourd'hui au poste d'entraîneur et de manager entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Qui sait, le rendez-vous a été manqué pour le joueur Aurélien Collin en France. Peut-être qu'il sera réussi pour l'entraîneur. Votre avis sur cette envolée, Yann, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis complètement d'accord avec ce qu'Aurélien a dit et avec ce que Grégory a dit aussi. Et dans le cyclisme, on a un bel exemple avec un petit garçon qui s'appelle Julien Lafilippe, qui était dans une équipe, amateur. Il est pas trop mauvais, ça va. Ouais, et vous allez entendre parler bientôt. Il était dans une équipe armée de terre qui est basée dans les Yvelines de mémoire. Hein, et il a été déniché par le pack des loups, voilà, une équipe belge, la Quick Step, et il est devenu un très bon, et ça me fait vraiment penser au parcours de Griezmann. Voilà, le mec est 2 fois champion du monde, l'équipe de France en bénéficie, sauf que toute l'année il joue dans une équipe, il court dans une équipe parce qu'on ne joue pas au vélo, il court dans une équipe étrangère. Voilà, c'est et je pense que dans chaque sport il doit y avoir des exemples comme cela, parce que il y a plein de sportifs qui passent entre les radars des détections, tout simplement. Jean, qu'est-ce que vous en pensez d'Aurélien Collin, son parcours et le parcours aussi de tous ces jeunes qui quittent la France finalement pour réussir? Oui, non, mais c'est un bon parcours. Je dirais que c'est un bon parcours. Après, l'exemple que vient de citer Yann, il s'est appuyé sur Griezmann. Là, c'est pas Griezmann, hein. Lui, il n'a pas réussi en France, on est bien d'accord. Donc il est parti à l'étranger parce qu'il ne réussissait pas en France. Donc je dirais c'est bien, c'est louable. Il a fait sa carrière, il a réussi à s'imposer à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis. Et donc c'est très très bien, c'est très très bien. Après, on voit quand même qu'il a le mal du pays, puisqu'il essaie de revenir en Europe pour une nouvelle carrière, non plus de joueur, mais de manager ou d'entraîneur. Oui, enfin, il veut se former pour sûrement repartir. Après, s'il a une opportunité en Europe, il dira pas non, bien sûr. Oui, bien sûr, mais enfin bon, pourquoi ne pas se mais former? par contre, il a ses réseaux, aux États-Unis. Oui, mais enfin bon, ça, j'y crois qu'à moitié, ça. Les diplômes j'y crois qu'à moitié. En tout cas, il a dit que si le FC Versailles 78 voulait le prendre comme général manager, il ne serait pas contre. Voilà. Parce qu'au niveau des États-Unis, au niveau du sport aux États-Unis, on va pas faire le problème n'est pas là. Mais bon, certes, pour moi, c'est bien. C'est une belle carrière puisque il est parti, il a réussi à l'extérieur. Personnellement, je ne le connais pas, donc c'est qu'il n'a pas marqué les mémoires au niveau France. Et l'avantage pour lui, c'est qu'il a réussi. Et donc, on ne peut que dire bravo à une réussite sportive. Juste une précision, ce que je voulais signaler par rapport à Griezmann, c'est que le début de parcours en fait est similaire, parce que Griezmann, on lui a carrément barré les portes en France, et peut-être qu'on n'aurait jamais connu le Griezmann champion du monde s'il n'était pas parti en Espagne. En France, on lui a dit tu es trop petit, tu n'es pas dans les standards de formation. Mais là, il est peut-être parti moins loin aussi. Oui, il est parti moins loin. Il est parti moins loin et dans un club prestigieux. La Real Sociedad, c'est pas non plus un club prestigieux, mais c'est un bon club formateur. C'est un club d'Europe. Oui. Parce que là, il est parti. Je sais même plus le club où il était. Donc, Kansas City. Imagine, Kansas City, ça fait pas rêver les footballeurs. Quand même. Excusez-moi. Quand même. Mais il a mis la ville sur la carte du football américain. Ouais, d'accord, mais ça fait pas rêver les footballeurs. Kansas City, je pense plus au rodéo là, et à tenir sur le cheval que le football, quoi. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Culture sport. 2 choses. Premièrement, c'est l'exposition du sport en question, et deuxièmement, c'est la culture du sport. Quand je dis je vais commencer par le deuxième, la culture du sport, c'est qu'on a en France encore maintenant, même si c'est de moins en moins le cas depuis 98, un déficit de culture du sport et d'importance du sport dans le développement de la personne, et notamment dans les programmes scolaires aussi. Donc allez voir ce qui se passe dans les pays qui, eux, mettent le sport
à bonne place, c'est déjà une très bonne chose. Je prendrais un parallèle qui me tient à cœur, c'est celui du golf, évidemment, avec tous les meilleurs joueurs français qui, en manque d'une exposition au niveau français, au niveau européen, vont se frotter au meilleur niveau qui soit, c'est-à-dire sur le circuit américain. Tous ceux qui ont tenté cette passe-là, comme Antoine Rosner par exemple, ou comme des jeunes filles comme Céline Boutier, comme Pauline Roussin-Bouchard, désormais, et bien d'autres Américains, je vais dire, bien d'autres Français, ils sont revenus avec une culture complémentaire et avec justement peut-être un meilleur niveau et une soif de gagner un petit peu différente. Sur Indoor Clash, c'est un peu aussi la même chose. Tennis, exactement pareil, et il est venu sur le tard parce qu'il a été accueilli en fait. Il a été accueilli aux États-Unis comme ça. Donc c'est mon premier point, c'est là aussi l'exposition du sport en question. Là, si on prend l'exemple du football pour Colin, il est passé sous les radars. Il n'a pas eu sa chance forcément en France. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe qu'il l'ait eu aux États-Unis ? Peu importe, il l'a eu. Il a brillé dans un championnat qui est certes moins reluisant que la Liga, que la Première Ligue, que la Ligue 1 ou le championnat espagnol. Et peu importe, au final, il acquiert un niveau, il acquiert finalement aussi des lettres de noblesse qui ne lui étaient pas données en France. Bon. Est-ce que maintenant il faut considérer que c'est une mauvaise chose pour le football français, mais en tout cas c'est une question d'exposition, de culture, et qui lui a permis de rebondir. Jean, vous voulez réagir? Oui, je veux juste réagir très rapidement, parce qu'après on va passer aux meilleurs souvenirs justement de Colin dans cette MLS. D'accord. Non, je veux juste réagir sur ce que disait Pierre. C'est que là, quand il a cité l'exemple des golfeurs, ils sont partis aux États-Unis pour devenir meilleurs et revenir en étant plus fort. Là, c'est pas le cas pour moi. C'est pas le cas. C'est qu'il sportivement, il était barré en France et il est parti là-bas pour briller, pour mieux réussir. Donc c'est pas tout à fait la même le même cas de figure sportif. Mais il est fort probable que ce garçon avait peut-être sa place en équipe de France. Bon, non, mais sauf que j'en ai jamais entendu parler. Parti trop loin, c'est tout. Parti trop loin. Bon, le foot des gens qui ont leur place en équipe de France, il y en a 52 000, il y en a 13 à la douzaine. Lui, j'ai jamais entendu parler de son nom. Quand Giroud, c'est Giroud qui est parti. Non, c'est pas si, c'est Giroud qui est parti. Oui, non, pas Giroud qui est parti. Non, celui qui était parti. Gignac. Quand Gignac est parti au Mexique. C'est pareil, mais Gignac il était connu. Alors Tovin. Oui, mais à partir du moment où il est parti au Mexique, il est. Ce sont des joueurs. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire, il a disparu des radars de l'équipe de France. Il était trop loin. Alors qu'un Giroud qui ne jouait pas. Mais tu parles de joueurs qui étaient connus. Mais ça n'a rien à voir. Je te dis juste que. Mais non, tu dis il part loin justement. Mais tu le connaissais lui? Tu le connaissais? Bon, c'est pas grave. Non, en tant que joueur de foot, tu le connaissais? Mais c'est pas le débat. Mais non, J'ai plus de cloche sur ce plateau, mais j'actionne la cloche. On a compris que vous ne pourrez pas vous réconcilier sur cette thématique, mais on va écouter, pour calmer un peu les esprits, les meilleurs souvenirs d'Aurélien Colin. Comme toujours, hein, ma finale en 2013, on a gagné, on a été champion et ça a été le haut de le pic de ma carrière en 2013, oui. On a gagné, on a été champion des États-Unis et de donner ça à une équipe comme Kansas City qui était à l'époque une petite équipe, on a vraiment changé la perception des gens sur le Kansas. Bon, apparemment ça n'a pas calmé tout le monde, du coup on va envoyer le deuxième souvenir d'Aurélien Colin, c'est un souvenir par rapport à Obama et on revient juste après. Aux États-Unis, toutes les équipes championnes, elles vont à la Maison Blanche et on a eu le privilège de rencontrer Obama et il m'a fait une petite vanne. Bon, après ça remonte déjà, c'était fin 2014 et ça restera aussi dans ma mémoire. C'était quoi la petite vanne? C'était par rapport à la manière avec laquelle j'étais habillé. À l'époque j'avais des magasins de vêtements et j'avais un foulard et des boucles d'oreilles. Il a dit qu'il veut me ressembler quand il sortira de l'office de la Maison Blanche. Bon, Jean, il a quand même des beaux souvenirs quand même de cette aventure américaine. Ah mais heureusement, ça n'a absolument rien à voir. Moi je dis simplement qu'il a bien mené sa carrière et que c'est très bien pour lui, voilà, c'est tout. Mais pas au point de l'emmener en équipe de France, d'après ce qu'on a compris. Mais je ne le connaissais pas, donc forcément, il n'était pas pour de l'équipe de France, puisque c'est quand même un garçon qui, dans le giron footballistique, il n'était pas connu.
Bon, on va passer maintenant à notre prochaine thématique, peut-être qu'il y aura un débat un peu moins enflammé. Mais tout de même, quand même, on va parler rugby et plus précisément de Fédéral 2. Plaisir n'a pas réussi à terminer dans le top 6 du classement synonyme de phase finale. Il échoue à la 7e place de la poule à seulement quelques points de cette dernière place qualificative. C'était pourtant un objectif annoncé en début de saison, ou en tout cas un désir. La question sur cette thématique, est-ce que c'est une vraie déception pour le club, à votre avis ? Vous êtes partagé. Je prononce pas. Bon, on va faire un tour de table. Yann, qu'est-ce que vous en pensez ? 7e, 6e, ils étaient qualifiés, 7e, ils ne sont pas qualifiés. 7e à combien ? À combien de points ? À combien de points exactement ? Ils sont à 6 points du Reux. Donc 6 points, c'est plus qu'un match avec bonus, etc., puisque c'est 5 points en rugby. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, 6 points, surtout quand on se retrouve dans le milieu du tableau, normalement là où il y a une densité beaucoup plus importante. Donc ils sont, ils sont à leur place, je pense, et tout simplement parce que on n'en a pas du tout parlé pendant toute l'année. Donc ça veut dire que c'était peut-être aussi un objectif qui était difficilement atteignable. Je pense que s'ils avaient été ils étaient dans le ventre mou en fait toute l'année, ils étaient plutôt vers le bas du classement pendant une partie de l'année et ils sont remontés petit à petit, ils ont fait des beaux résultats. S'ils avaient été dans la course, on les aurait certainement suivis beaucoup de plus. mémoire, ils ont, je crois, accroché les leaders du classement, ils ont accroché quelques gros, mais ça leur a pas permis de se qualifier. Donc manque de constance parce qu'un championnat, ça ne se joue pas sur un match comme une coupe où on les prend match par match, ça se joue sur la durée, donc simplement manque de constance et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler l'année prochaine. Grégory, ensuite je donne la parole aux spécialistes qui sont en train de réviser apparemment. Là où je suis pas forcément déçu, c'est sur le fait aussi que c'est une deuxième saison pour eux en Fédéral 2. Ça fait 2 ans qu'ils sont en Fédéral 2. Ça fait 4 ans, oui. Parce qu'il y a eu le il y a eu les Covid. Ça, c'est mon argument. Bon, mon argument tombe à l'eau. C'est le Covid. C'est d'accord. Bon, je vais laisser la parole. Je vais réfléchir à un prochain argument. Pierre Chevalier. Moi, 2 choses qui m'ont fait finir par dire oui, c'est décevant. Premièrement, c'est que c'est la 4e, voire 5e saison en Fédéral 2. Genre depuis quand t'es plus là-bas ? C'est surtout depuis quand Jean n'est plus là-bas parce que 4e saison. 4e saison. 4 voire 5e saison. Et deuxième, c'est ce que vous avez rappelé indirectement, Michael, c'est la physionomie de leur saison, où ils ont terminé très fort. La première raison, c'est ça fait déjà 4 saisons qu'ils sont en Fédéral 2. En tant que Versaillais, évidemment, qui regardons un petit peu à l'étage du dessus, donc vers la Fédérale 2, c'est quelque chose d'assez inspirant. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 4 saisons, on a un petit peu appréhendé justement le niveau et les exigences de la Fédérale 2. Il y a un vrai gap entre la Fédérale 3 et la Fédérale 2. On est bien placé, et Plaisir, et Maison Lafitte, et Versailles pour le dire. Et justement, c'est ça qui est assez inspirant dans l'histoire de Plaisir, c'est que au bout de 4 saisons, ils ont réussi à se maintenir déjà chaque année. Ça, c'est une gageure. Et malgré les fortes oppositions, parce que quand les équipes de haute poule changent chaque année et donc sont aussi là pour le coup assez challengeantes. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est un petit peu décevant, c'est que au bout de la 4e saison, ils auraient pu justement choper un train pour les phases finales. Deuxième raison, c'est cette fin de saison où effectivement, vous l'avez rappelé, ils terminent très très fort, ils accrochent des gros chez eux et à l'extérieur. Donc ils ont dû trouver l'alchimie justement et l'organisation sportive et puis le mental qui fait qu'on va accrocher les scalps de grosses équipes. Donc c'est là encore à 10 mètres du bol de sangria, on meurt à 6 points. C'est là où c'est un petit peu décevant 4 saisons après. Ils sont toujours en Fédéral 2. Peut-être qu'on les retrouvera, je fais ce vœu pieux avec Versailles dans une poule peut-être analogue. Mais en tout cas, c'est décevant, mais en tout cas louable. C'est prometteur en tout cas pour la saison prochaine. Tout à fait. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre ancien club ? Alors, tout simplement, pour moi, l'objectif du club était la qualification. D'accord ? Lorsqu'on sait que quand on prend un objectif, c'est rarement pour l'atteindre. C'est pour au moins s'en approcher. L'atteindre, c'est vraiment la saison parfaite, on va dire. L'objectif pour eux, c'était
la qualification. Ce qui veut dire que avec ces 2 années qui viennent de passer, Covid, où ça a été complètement tronqué, cette saison était vraiment une grosse reprise pour eux en Fédéral 2. Il s'avère que, et vous l'avez dit tout à l'heure, ils étaient dans le ventre mou quasiment une grande partie de la saison. Et ensuite, et Pierre l'a dit, ils ont accroché des belles équipes, notamment la grande performance, c'est Nantes à la maison, qui était leader incontestable de cette poule. Oui, ils ont plus de 100 points, je crois, sur le championnat fédéral. C'était le monstre de la poule, et ils les ont battus 34-30 ou 31, enfin, à plaisir. Et là, c'est vrai que ils se sont certainement pensé à rêver de l'objectif et de la qualification. Mais à mon avis, honnêtement, c'était peut-être pas c'était l'objectif annoncé, mais comme je le dis et je le répète, mais déjà finir pour moi 7e juste au bord de la qualification, c'est pour moi une belle prestation sur un retour après 2 saisons de néant. Donc c'est une belle performance qui pour moi, pour la saison prochaine, va leur servir énormément. Et là, à mon avis, ils ont quand même réussi à acquérir une belle prestance à ce niveau-là. Et là, maintenant, pour moi, plaisir, l'année prochaine fera partie des belles équipes de Fédéral 2 sur qui il faudra compter, et non pas dans la deuxième partie, mais la première partie du championnat. Prometteur, donc. Tout à fait. Bon, on souhaite à tout plaisir, en tout cas, d'aller le plus haut possible l'année prochaine dans cette Fédérale 2. On va passer maintenant à notre page débat, parce qu'il faut avancer dans cette émission. Dans cette page débat, on va parler boxe. L'Yvinoise Maïva Amadouche n'arrêtera finalement pas à sa carrière. La boxeuse avait pourtant annoncé cette décision sur les réseaux sociaux après l'annulation de son combat programmé à Dubaï en mai prochain face à la Belge Delphine Persoun. La sportive de 32 ans avait écrit mercredi dernier « J'arrête ma carrière, j'ai fait de belles choses ». Des propos supprimés quelques instants plus tard. Joint par téléphone, son agent a bien confirmé que Maïva Amadouche allait continuer à boxer malgré ce coup de sang sur les réseaux sociaux. La sportive entraînée par la team Farouja est en cours avant les JO de Tokyo attend désormais un nouveau challenge. La question sur cette thématique, comprenez-vous ce coup de sang? Oui ou non? Oui pour vous Yann, oui pour vous Pierre, oui pour vous Grégory, et non pour vous Jean. Vous êtes seul contre tous. Décidément, aujourd'hui, vous êtes énervé. Hein? Non, je ne suis pas énervé. Pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi alors? Non, simplement au niveau de la communication. Je dis non simplement au niveau de la communication. C'est-à-dire que ça fait un petit peu désordre au niveau de la communication d'une championne qui annonce sa retraite et qui peut très vite, très rapidement, dit non, finalement, je continue. Donc c'est simplement pour ça que je dis non, parce que, allez, je vais exagérer, ça fait pas très sérieux, quoi. Ça fait pas très sérieux. Alors, je sais pas si c'est elle qui a foiré, ou si c'est la communication. Ça serait elle, apparemment. Mais alors, certainement, sur un moment de blues, elle a balancé ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, parce que, justement, sur un champion, sur une championne, en l'occurrence, pour moi, ça fait pas très sérieux. Juste préciser, ce qui a laissé planer le doute, c'est que c'est pas un tweet ou une publication qui est restée dans le temps, c'est sur une story. Donc c'est-à-dire que c'est une publication qu'on publie et qui reste sur 24 heures, qui disparaît. On a été assez abasourdis pour le dire quand on a appris la nouvelle. C'est un article d'un média, alors qui n'est pas concurrent, mais un média sportif dans le paysage français qui annonçait, qui était sûr à 100% de la retraite de Maïva Amadouche, qui revenait un peu sur sa carrière. On a été un peu abasourdis au vu des derniers événements. Et c'est vrai que quand on a fait les recherches, on n'a pas trouvé la story en question puisqu'elle avait disparu. Et c'est après son agent qui vous a confirmé au téléphone, Mickaël, que c'était un coup de sang. Moi, je comprends le coup de sang au vu du passé récent. Après, je vais pas revenir sur coup de com et coup de com raté pour le coup. Je rejoins un petit peu Jean sur ça, mais oui, je comprends le coup de sang au vu du passé récent sur les combats de Maïva Amadouche. On sait qu'elle a été très déçue suite à ces JO. Il y a eu une défaite dans des conditions un peu litigieuses. Elle avait remis en question face à la Finlandaise l'arbitrage, et ça avait valu d'ailleurs une de mes envolées cette saison. Et elle a perdu aussi juste après les JO. Elle est revenue sur les combats professionnels. Elle a perdu. Elle avait une tentative d'unifier ses 2 ceintures mondiales, parce qu'on rappelle, elle a quand même 7 titres de championne du monde dans sa carrière, ce qui n'est pas rien. Et elle avait tenté d'unifier 2 ceintures mondiales pour être, on va dire, la super championne mondiale dans sa catégorie. Et
une défaite également au point sur décision. Michaela Meyer, c'était en novembre dernier. C'est ça, face à l'américaine, une décision unanime des juges. Donc on peut comprendre qu'il y a une petite amertume parce qu'elle a aujourd'hui 32 ans, elle arrive plutôt à l'orée de sa carrière, le gros de sa carrière est plutôt derrière elle, il lui reste encore quelques années. Et je pense qu'il y a des occasions manquées, justement qu'elle ne voulait pas manquer. Là, en l'occurrence, il y avait quand même une forte exposition. C'était un combat qui était attendu face à la Belge Persoon. Et c'était aussi dans une soirée où il y avait Floyd Mayweather qui devait combattre. Donc c'était une soirée quand même avec une grosse exposition. Donc je peux comprendre que sur ces occasions qui finalement ne vont pas se présenter, elle peut être déçue. Donc je comprends tout à fait ce coup de sang. Oui, en gros, elle a appris la nouvelle, elle a pris son portable, elle a fait une story, elle a effacé 10 minutes, 15 minutes après. Pierre Chevalier. Je pense que c'est un tout et un ensemble de frustrations. On en parle, on a souvent parlé sur ce plateau de cette championne et notamment sur la suite, la préparation et la suite des JO où ça ne s'est pas passé exactement comme elle le souhaitait. On en parlait aussi d'elle comme porte-drapeau. Donc il y a un ensemble d'éléments qui ont été peut-être des espoirs ou des éléments positifs qu'elle a eu en tête dans la gestion de sa carrière et que finalement, comme ça ne s'est pas passé comme prévu, et notamment sur le ring, c'est un ensemble de frustrations où elle est peut-être comme beaucoup de boxeuses ou de boxeurs, assez sanguine, assez spontanée, et ça peut expliquer justement ce type de réaction à l'emporte-pièce. En tout cas, pour une championne comme celle-là, mieux vaut pour la fin de sa carrière avoir le choix dans la date et pouvoir repartir justement sur des annonces fermes, claires, et pouvoir justement gérer la fin de sa carrière. Yann Dujarier. La boxe, enfin, j'avais dit que je parlerais plus de boxe après les décisions, après les Jeux Olympiques et les décisions arbitrales qui commencent à m'énerver. Maintenant, là, on va plus parler de l'esprit de champion et donc en effet, il y a un moment où c'est quand même un sport où ils font très peu de combats dans l'année, c'est 3-4 combats par an, donc c'est des préparations de 2 mois et demi, 3 mois à chaque fois, avec des sèches, avec des phases difficiles de travail. Donc je peux comprendre que là, voilà, elle puisse avoir eu ce coup de ras-le-bol sur une décision supplémentaire, entre guillemets la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et d'avoir balancé ça et de l'avoir regretté très rapidement derrière, et c'est pas la première et ça arrivera encore, mais voilà, c'est des années de préparation et des déceptions. Maintenant, voilà, elle a quand même eu de très belles choses dans sa carrière. Donc, il faut garder le positif et voir le positif pour pouvoir continuer d'avancer encore quelques temps. Dans le sens de Yann, le jour où on enregistre cette émission, elle a publié un tweet là, donc qui va rester dans le temps, sauf si elle le supprime, où elle dit voilà, elle arrêtera pas sa carrière. Vous êtes un très grand fan de Maïva Amadouche, Grégory. Vous la suivez sur les réseaux sociaux. On en a parlé souvent. Son double parcours, elle est policière aussi dans sa vie professionnelle. Elle a dit que les aléas du ring peuvent parfois être plus compliqués à gérer que le combat en lui-même. Et là, ça revient sur ce qu'on disait. Et c'est une humaine avant tout. Elle peut aussi parfois avoir des coups de mou. Ouais, péter un câble. Et c'est de toute façon aussi cette prédominance des réseaux sociaux dans l'univers des sportifs. Maintenant, on en parlait il n'y a pas si longtemps, il y a 15 jours et 15 jours avant, où justement ils ont désormais des tribunes, d'une part, mais surtout, ils sont énormément exposés, et donc c'est une utilisation très simple et très la story rapide. a dû rester une dizaine de minutes, et il y a eu déjà un article sur un média national. Elle pensait sûrement pouvoir simplement exprimer à ses copains une humeur du moment, et finalement ça se retrouve exposé partout, et on en parle jusqu'à ce plateau-là. Donc c'est évidemment une exposition internationale sur ce plateau, et donc justement c'est cette prédominance de la tribune réseaux sociaux qui fait que maintenant il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche et dans ses petits doigts avant de tweeter ou de poster. Mais est-ce que ça peut pas la desservir peut-être pour la suite de sa carrière, ce qui s'est passé C'est le titre de championne du monde. Non, n'exagérons pas quand même. Non, mais on peut se dire que c'est une fille qui peut dérailler assez facilement sur les réseaux sociaux, peut-être. Non, parce que là on a fait un petit peu. Personne, elle a juste dit j'arrête ma carrière. Elle a eu un coup de sang. C'est pas non plus. Elle a rien fait de mal, quoi. Mais est-ce qu'on la croira quand elle voudra vraiment arrêter sa carrière après? C'est surtout ça la question. Elle fera vraiment les choses
C'est Pierre et Loulou. dans les heures. Si mettons Yann disait j'arrête ma carrière, ça serait passé inaperçu. Elle dit j'arrête ma carrière sur un petit tweet comme ça pour rigoler, ou si ça se trouve à envoyer à ses copines. Et puis bam, et à Greg, de suite, paf, il nous montre. Non, mais Grégory, il est dans les historiques privés plutôt, avec Maïva Amadou. Sur la fédération. Elle lui envoie des messages perso. J'ai continué 2 ans. Mais justement, elle peut mesurer à ce point-là son degré de popularité, peut-être. Justement, sur l'audience qui a été donnée et sur les retours qui ont été donnés sur cette annonce-là. Peut-être anodine, et finalement, en fait, il y en a beaucoup qui suivent. Et si ça se trouve, c'est un coup de pub énorme pour voir un petit peu où elle en était au niveau popularité. Je suis pas Imagine. sûr. Moi non plus, mais bon. Moi non plus. Mais quand même, elle aura pu mesurer sa popularité à travers un tweet qui a duré un quart d'heure. En plus, elle est assez jeune, Maïva Amadouche, 32 ans, on le disait, elle peut encore continuer quelques années, Grégory. Bon, pour moi, le gros est plutôt derrière, mais il y a encore de belles années. Et il y a notamment. Il y a notamment une échéance. Alors, en dehors des combats professionnels, il y a eu cette première expérience au JO, même si elle est amère pour elle parce qu'elle a perdu lors de ce premier combat, je pense qu'elle a envie de récidiver et il y a une échéance olympique à Paris. Voilà, forcément c'est dans un coin de sa tête. Et peut-être porte-drapeau, peut-être aussi à Paris, peut-être. On en a parlé, porte-drapeau lors des... Bon, je pense que c'est déjà la fin de cette émission. Hein. Merci. On va terminer là-dessus. Alors aujourd'hui, je vous propose une citation de l'ancien footballeur et entraîneur Luis Fernandez. Le succès n'a pas besoin d'explications. L'échec n'admet pas de justification. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.